Je commence à... On est dans le stretch, là, dernier stretch là, pour la fin de l'année, là, nous, dans le milieu scolaire. Troisième étape. Hein? Ouais. Mais là, c'est vraiment le dernier segment. Là. On est en avril, donc avril, mai. Après ça, juin, c'est les examens. Mais donc, il reste 2 mois, là, 8 semaines. Et je vais dire que la fatigue commence à sortir. Là, autant que j'adore mon travail, j'ai du plaisir avec les jeunes. Je vais vous avouer candidement que les vacances vont être le bienvenu. Oui, c'est ça. Ouais. Comment on dit ça, donc? C'est une convalescence. Oui, en fait, moi, écoute, c'est carrément ça. Mes 2 premières semaines, c'est une forme de convalescence. Je dors et je ne fais presque rien. Je passe ma tondeuse une fois de temps en temps. Je vais arroser mes fleurs, mais je suis... Donc, je fais très, très peu de choses durant ces 2 semaines, à part essayer de récupérer. Puis après, je me sors la tête un peu, puis je me mets à vivre. Jusqu'à la fin août, ça recommence. Écoute, oui. Mais là, l'année prochaine, je vais avoir une tâche un peu allégée. Je suis supposé avoir un groupe en moins dans ma tâche, donc ça devrait me permettre à ce moment-là vraiment de refaire mes batteries pour une couple d'années, là. Parce que... Oui, c'est pas évident aussi dans le milieu dans lequel on est. Là. On a beaucoup de soldats qui tombent au combat. Assez périlleux, puis je veux pas en faire partie, donc je m'arrange faut qu'on prenne soin de nous. Pour y aller avec la pédale douce. Hey, écoute, donc, ce soir, tu as des sujets intéressants à nous proposer, puis moi, je suis très curieux de t'entendre, alors je te laisse... Oui, j'avais promis aux auditeurs dans les dernières semaines, je me rappelle plus, peut-être il y a une semaine ou 2, j'avais promis aux auditeurs de faire peut-être une chronique sur le crédit social en Chine. Oui. Puis, je pense que ça va être peut-être un premier volet. Je vais peut-être en refaire d'autres éventuellement, d'en reparler, en tout cas peut-être faire des liens avec ce qui se passe dans l'actualité, c'est sûr. Hein, c'est toujours dans cette optique-là qu'on va y aller. Et puis, c'est sûr, ça va être... la chronique va aussi axer sur une réflexion sur nos propres habitudes et nos propres valeurs, hein, parce qu'éventuellement, c'est sûr que c'est... Quand on parle d'intelligence artificielle, contrôle des médias Internet, parce que là, on le voit de plus en plus. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont censurés sur les ondes Internet, on pourrait dire, là, sur les réseaux Internet. Mais c'est ça, en crédit social en Chine, j'ai bien hâte de parler de ça, puis de soulever la réflexion concernant ce système qui commence à être imposé en Chine pour graduellement faire vraiment, pas une table rase, mais en fait de se déployer partout en Chine. C'est vraiment quelque chose de... Écoute, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, réalité, là, c'est comme un univers dystopique. Oui, c'est justement réalité, le titre d'un de mes articles que je vais citer tantôt. Écoute, vraiment incroyable. À part ça... J'ai un autre, ça c'est sur une note plus légère. T'as un petit volet... J'en ai parlé un petit peu, mais scato. j'ai pas... c'est ça, j'ai pas volé le punch tantôt à Christian, mais ça va être drôle. Je vous ai préparé une petite vidéo, en fait. En fait, c'est pas moi qui l'ai préparé, je l'ai envoyé à Christian, puis là, c'est notre humble serviteur Jean-Marc qui l'a installé sur le système pour vous diffuser ça tout à l'heure. Ça va être une critique humoristique un peu des choix gouvernementaux que le gouvernement fédéral a fait, où c'est que notre argent va, et puis ça va être un peu sur une note humoristique. Là. Je pense que ça va être drôle un petit peu. Absolument, puis écoute, très hâte de t'entendre sur tous ces sujets. De mon côté, je veux continuer à jaser avec vous. Vous savez, le gouvernement fédéral, via son fonds vert, a fait un beau petit cadeau à l'Alberta et plus particulièrement aux grandes pétrolières qui s'y trouvent, 50 millions. Est-ce que c'est nécessaire? Point d'interrogation. On va en jaser. Je pense que vous savez d'office où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il faudra se référer aux policiers en cas de non-respect de la loi sur la laïcité
Dixit, la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault. Est-ce que s'est mis un pied dans la bouche avec cela? On va en parler un petit peu. Moi, je pense qu'elle a pogné les nerfs. Possible. Ben, quand je l'ai vu tantôt, là, puis, en tout cas, j'ai pas tout vu l'extrait. Là, mais les journalistes se font plutôt insistants. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, elle a été un petit peu vexée. Je sais pas trop. Ensuite de ça, la loi sur la neutralité religieuse, les réactions et le fond. Vous savez que ça suscite l'ire d'une certaine partie du Québec, en particulier chez les anglophones, et il en va de même aussi pour le Canada anglais. Les Britanniques, donc, vous savez, il y a Martin Patriquin en fin de semaine. Donc, ce spécialiste c'est un spécialiste donc qui vomit dans le Canada anglais. Généralement, il dégobille allègrement sur le Québec et le peuple québécois. Alors, il a récidivé une fois de plus et il a fait ça dans The Guardian, qui est probablement un des plus grands quotidiens britanniques et qui a un grand rayonnement donc dans l'ensemble de l'Europe et de l'anglosphère. Alors, je vais en parler un petit peu avec vous. Annuler la loi sur la laïcité, est-ce que le fédéral pourrait le faire malgré l'utilisation de la clause non-obstant, la clause dérogatoire, si vous préférez? Oui. Ça aussi, il faut en jaser. Oui. OK. Québec solidaire et son sempiternel délire d'extrême gauche. Vous savez, en fin de semaine, c'était cette fameuse réunion, cette grande fête d'extrême gauchistes qui est là chez QS, où ils prenaient la décision donc de désavouer leur position traditionnelle quant à de la laïcité et aux symboles religieux. Et donc, il faut en parler. Et finalement, si on a le temps, il y a un nouvel État islamique en formation en Syrie. Donc, qui est plus tranquille, mais qui est bien présent. Alors, il s'agit, dans le fond, du petit bébé d'Al-Qaïda, qui était le Front Al-Nosra, qui lui-même a engendré un successeur. Dans le fond, c'est comme si on avait pris le Front Al-Nosra et on l'avait juste changé de nom, qui est en train de prendre le terrain. Alors voilà, ceci est un paquet d'autres sujets qu'on vous propose ce soir à l'émission des Chiens Fous. Et comme d'habitude, on vous invite à commenter donc sur la barre de clavardage, mais cette fois-ci à l'intérieur de Facebook. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, on va y aller avec la chronique à Éric. Hi-ha! Mr. Doobie. Oui, monsieur Derry. Ça rime, hein? Oui, ça rime en crime. Écoute, vas-y, on te laisse sur ton premier sujet. Je te laisse aller sur toi. Ben oui, écoutez, c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu à l'intro tout à l'heure. Ce soir, à ma chronique Santé, Société, Environnement, j'aimerais susciter la réflexion chez les auditeurs à propos d'un projet chinois. En Chine, c'est vraiment le Parti communiste, là, c'est le parti de l'État, c'est l'État-parti, en fait. Eux, c'est un système qu'ils veulent mettre en place partout en Chine d'ici 2020 qui s'appelle le crédit social. Il y a peut-être des auditeurs qui en ont déjà entendu parler. Moi, dernièrement, j'en ai entendu parler la première fois, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, quand j'ai terminé de lire le livre d'Éric Sadin. Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais lire... écoute, remonte un petit peu. C'est l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical. Je ne sais pas si on voit bien comme il faut. Tu le vois-tu? Je me tasse un peu. Ouais, remonte un petit peu. Comme ça. Voilà. OK. D'accord. J'invite les gens à aller voir vraiment
allez lire ce livre-là. C'est vraiment une réflexion profonde sur nos habitudes et l'intelligence artificielle qui s'en vient de plus en plus omniprésente dans nos sociétés. Hein. C'est pas juste au Québec, c'est partout en Occident, partout à travers le monde, en fait. Et puis, la Chine a décidé d'utiliser pas seulement l'intelligence artificielle, mais utiliser tout un paquet de systèmes d'ordinateurs qui sont liés entre eux pour collecter des données. Mais le crédit social est un système qui va être établi partout en Chine éventuellement, qui sont dans des projets pilotes là, dans des villes particulières et dans certaines compagnies chinoises et des compagnies étrangères aussi qui sont pas de la Chine, là, qui sont vraiment établies en Chine, des compagnies étrangères qui testent ce système-là. C'est un système de collecte de données parce qu'on sait qu'en Chine, il y a à peu près 200 millions de caméras un peu partout. Des caméras qui ont des capteurs aussi là, de reconnaissance faciale. Et puis, on est vraiment dans du délire là, orwellien. Là, vraiment... Ah, oh, là, mon Dieu, excuse-moi. Un petit double là, de... Oui, je m'excuse. Je vais simplement Merci ne beaucoup. pas couper le son. J'ai accroché le mauvais piton. C'est comme si j'avais entendu un deuxième moi. C'est ton toit intérieur qui C'est fait mon aller. moi intérieur. C'est ma petite voix qui me parlait. Excusez-moi. C'est pour ça qu'il va y avoir un petit hic dans la chronique, mais c'est pas grave. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on est en direct. Oui, d'un, et en plus, encore une fois, on n'a pas le même médium qu'à l'habitude. Donc, pour pouvoir être en mesure de prendre les commentaires et de répondre, c'est comme ça, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Oui, mais ça, c'est ça. Mais ça, on est habitué, puis je pense qu'on est capable de bien s'adapter à des petites situations comme ça. Oui. On s'en excuse et je suis sûr que les auditeurs nous en tiendront pas rigueur. Mais c'est vraiment, ce que tu nous parles, quelque chose de surréaliste, vraiment, parce que on parle de quelque chose qui ressemble étrangement à un épisode de la série là, qui est disponible sur Netflix, Black Mirror, où on a tout le monde qui peut se noter. Et là, c'est le gouvernement, par exemple, qui nous note. Oui, c'est clairement ça. Je vais lire un petit peu. En fait, je suis tombé sur... parce que vous pouvez faire un peu de recherche sur Internet. Moi, je suis tombé sur un article dans Le Monde. Excusez, là, je me suis trompé de feuille. Désolé. C'est celle-là ici. Le Monde, ici, c'est ça. Excusez. C'est un article de Simon Leplâtre qui est un journaliste dans Le Monde qui a fait c'est une partie de l'article en fait. Je vais citer quelques lignes. On identifie en fait, on fait référence à une histoire qui s'est passée en Chine parce qu'on sait que depuis qu'il y a eu dans certaines villes, il y a beaucoup qui ont instauré ce système-là en fait, c'est un système de comment je pourrais dire, nous, ici ou à Québec, dans les écoles, il y a comme un système de soutien au comportement positif. Okay. Mais là, en Chine, c'est plus un système de réputation des citoyens. OK? Ce qui se passe, c'est que, mettons, comme il y a beaucoup, beaucoup de caméras partout à travers dans les villes, on peut savoir à quelle heure, mettons, un individu peut avoir traversé une rue puis qui n'a pas respecté un signal de voyons. Un feu rouge. Un feu rouge, mettons. Ouais, et c'est un petit bonhomme. Là, un petit bonhomme, c'est ça. Fait que c'est en plein ce que je vais vous lire. Le 3 mai, à 11h, on parle... ça, c'est un article de juin 2018, fait que c'est de l'année passée. Le 3 mai, à 11h01 et 16 secondes, on voit là, les chiffres, c'est vraiment mathématique. Hein? Au croisement de la rue du Lac de l'Ouest et de l'avenue du Peuple, à Sukyan, M. Jiang a traversé alors que le bonhomme était rouge. Le lendemain, son visage était affiché sur des écrans de 3 mètres carrés sur des dizaines de carrefours dans cette agglomération de 5 millions d'habitants située au cœur de Jiangsu, une province côtière au nord de Shanghai. En alternance, on pouvait aussi voir les photos de M. Li, ça c'est un autre individu, et d'autres passants traversant au rouge. Alors là, on va vraiment cibler les gens qui ne respectent pas
un certain décorum au niveau soit des respect de loi. Mais là, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin. C'est de les humilier aussi. Les humilier aussi. Et c'est en fait, éventuellement, ce qui va se produire, parce que là, ça c'est un aspect, mais ça va se reproduire au niveau des données, là, toutes ces... C'est le crédit social, hein, les gens, ils partent avec un système de à peu près 100 points, mettons. Là. C'est aussi absurde que ça. C'est comme un crédit de 100 points, comme, mettons, des points d'émérite là, sur un permis de conduire. Fait que tu pars avec 100 points et plus que tu gardes tes points, je ne sais pas si tu peux en cumuler plus, là, j'ai pas l'information, mais plus que tu as de points, il y a des références, mettons, OK, ben, tu peux avoir accès à des postes plus prestigieux au niveau de la fonction publique, ou tu peux te faire refuser certains privilèges au niveau... écoutez, c'est vraiment là, capoté. Là. C'est vraiment débile. Quand vous mettez à lire là-dessus, là, c'est le crédit social. Et d'ici 2020, le gouvernement chinois, hein, le Parti communiste, veut établir ça dans toute la Chine au complet. Ce système de réputation citoyen. Ça n'a aucun sens. Oh, c'est vraiment... Et sur un autre site, je suis allé prendre d'autres informations. Un texte de Bill Fassinou. Juste un petit cas, on regarde parce que on a les extrêmes hein, aussi, puis là, on nous dit aussi que le système, que ce système-là les gens seraient comme un peu favorables à ça. Moi, je me questionne, s'ils ne sont pas défavorables, est-ce qu'ils vont perdre des points de crédit? Rendu là, oui. Mais ça va jusque-là. Mais ça te montre à quel point, écoute, là, c'est vraiment un régime où là, on contrôle tout. Hein? Oui. On nous a fait... Ce qui est ironique là-dedans, Éric, moi, je trouve, c'est que dans la première décennie des années 2000, la Chine semblait vouloir s'ouvrir, se décloisonner... non seulement s'ouvrir à l'économie de marché, mais vraiment se libéraliser au niveau des idées. Et il y avait même un mouvement courant qui gagnait un peu d'allant en voulant démocratiser les institutions. Et je me souviens, à l'époque, on était vers 2008-2009, le gouvernement chinois à ce moment-là avait dit « Oubliez ça, ça n'arrivera jamais la démocratie. On est une nation d'1,3 milliard de personnes et tout ce qu'on va faire, c'est au contraire resserrer la vis. Et voilà. Et 10 ans plus tard, on voit le résultat, mais écoute, on nage dans le... Oui, c'est ça. C'est capoté. C'est même pas, je dirais, là, c'est Rex Sadin qui disait ça, on pourrait attribuer ça à du contrôle, mais c'est vraiment de moduler le comportement, de régenter le comportement pour que les gens fassent comme... puis que ça vienne d'eux autres mêmes. Ouais. C'est plus que dire, OK, t'as ça, t'as une conséquence. Non, c'est vraiment, on va auto-réguler, puis on va vous mettre, mettons, sur des pancartes pour dire, quand toi, on va te cibler. Puis... mais ça va plus loin que ça, là. Oui, c'est ça. Ben là moi, je touche quelques aspects, mais là, écoute, il y a plein de choses, là. Là, dans un autre texte de septembre 2018, ça fait pas tellement longtemps, de M. Bill Fassinou, ce qu'il disait, c'est qu'il y a eu à peu près, dans ces systèmes-là, il y a eu 10 millions de personnes qui se sont retrouvées punies dans les zones où le système était déjà testé. Fait qu'on est rendu à 10 millions de personnes qui ont eu des conséquences directes de ce crédit social-là. Et entre autres, on parle d'un cas ici, un cas d'une personne punie, celui d'un journaliste d'investigation. Liu, c'est L-U-H-U, Liu Yu, en tout cas, je ne sais pas comment on le prononce. Liu Yu. Dont la carrière a été mise en pièces après qu'il ait été mis sur la liste noire suite à des accusations de corruption qu'il a portées contre le gouvernement. Fait que lui, il a comme dénoncé la corruption au niveau du gouvernement, et puis là, il a vu qu'il y avait probablement au niveau du crédit, vu qu'il avait critiqué le gouvernement, fait que son accès au transport ferroviaire et tous ses comptes de réseaux sociaux ont été suspendus pour justement le museler, pour plus qu'il communique avec personne. Estampillé en tant que personne malhonnête, il explique que la plupart des Chinois n'apprennent pas réellement la manière dont ce système pourrait les affecter si jamais ils se retrouvaient en une situation d'être punis. Là, je le cite, ce monsieur-là, Liu Yu. Vous pouvez voir l'état d'esprit du peuple chinois
Les yeux sont clos et leurs oreilles sont bouchées. Ils connaissent peu le monde et vivent dans une illusion, déclare-t-il. Ça, c'est le journaliste en question qui a été écouté. Et là, il y a le gouvernement communiste qui explique et qui fait l'apologie de son système. Eux autres, dans le fond, c'est sûr qu'ils font la promotion de ça. Ils disent, comme je disais tantôt, d'ici 2020, ils veulent vraiment étaler ça partout en Chine. À 1,3 milliard de personnes. Oui, mais le Chinois qui travaille comme les deux pieds dans la boîte d'une rizière, comment ça va s'appliquer? Tu sais, en milieu urbain, je comprends. Oui, c'est ça. Mais à la campagne, je sais pas. C'est sûr que j'imagine qu'à la campagne, ça doit être plus difficile. Hein? On sait ici, là, quand les réseaux ne se rendent pas. Mais effectivement, je pense que tu touches un point. J'imagine qu'en région rurale, où ce que vraiment... Ça va créer comme une espèce de forme de discrimination entre les gens à la campagne et les gens en ville. M'a dire que dans ce contexte-là, j'aimerais mieux vivre à la campagne. Vivre en campagne, c'est ça. Et là, ce que le gouvernement communiste dit, c'est que cela permettra aux personnes, en justifiant leur système, cela permettra aux personnes de confiance de circuler librement sous le ciel, tout en entravant les personnes qui ne sont pas dignes de confiance dans leur déplacement, explique le Parti communiste chinois. Là, on parle de personnes dignes de confiance, parce que là, on pourrait s'étaler sur la définition du mot confiance, parce que là, on est dans un régime de peur, hein, parce que là, pour atteindre cet objectif, le système tirera profit du plein potentiel de l'infrastructure technologique chinoise. Là, on parle d'intelligence artificielle, tous des systèmes de reconnaissance faciale, des caméras. Écoutez, il y en a une panoplie là, quand vous faites un peu de recherche là, sur l'intelligence artificielle, mais tout ça, que ce soit dans le domaine médical, parce que là, on passe de reconnaissance faciale à des dossiers financiers, dossiers médicaux, dossiers juridiques. Tout ça va être interrelié. Hein? C'est vraiment Big Brother là, qui va s'appliquer mur à mur dans ces villes-là. Des réseaux d'intelligence artificielle avancés auront la lourde charge de réglementer et d'interpréter les données issues de ce croisement à grande échelle. Fait que c'est vraiment, là, écoutez, c'est du orwellien tout craché. Hein, le fonctionnement du système est assez simple. Hein, c'est pas compliqué. Paniquant. Moi, honnêtement, je trouve ça paniquant et j'espère qu'un tel système ne sera jamais implanté comme ça ici parce que, écoute, honnêtement, ça va carrément enlever toute forme de liberté aux individus. La seconde qu'ils sortent de chez eux, puis tous leurs faits et gestes, c'est l'achat de l'alcool, ils vont monitorer combien de bouteilles tu achètes, combien tu bois. Ça pourrait aller jusque-là. Comportement. Et ça va jusque même, tu sais, si tu te vois, mettons, prendre la main à une dame âgée pour traverser la rue, tu vas avoir des crédits de plus pour ça, pour récupérer, parce que c'est un système d'émulation aussi, là, c'est carrément ça. Les citoyens chinois peuvent récupérer, mettons, s'ils ont perdu des crédits, en ayant des bons comportements. Fait qu'on module, tu sais, comme je disais, le système de comportement, un comportement positif, mais là, c'est pire que ça. Tu veuilles, à la rigueur, renforcer des comportements positifs au sein de ta population. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais de sortir presque systématiquement le bâton puis de dire aux gens, ben, tu n'auras plus le droit de prendre l'avion, tu n'auras plus le droit de prendre le train à heure de grande affluence, puis des choses comme ça. Comme le disait Bill Fassineau, il dit « Le fonctionnement du système est assez simple. Hein? Comportez-vous bien et vous serez récompensé. Comportez-vous mal et vous serez puni. » C'est très pavlovien. Oui, c'est ça. Par exemple, si un citoyen paie ses factures, comme je disais tantôt, attend, fait du bénévolat ou gère correctement son recyclage, il verra son score grimper et obtiendra des récompenses telles que des prix de transport public ou même des temps d'attente, diminution de temps d'attente dans les hôpitaux, revue à la baisse. Mettons, c'est ça, là, tu sais... Fait que tu vas passer en avant de la file parce que tu as de meilleures... Écoute... Fait que là, tu deviens encore plus un citoyen modèle. Et là, c'est pas fini. En revanche, s'il enfreint les règles, mettons le citoyen, il sera immédiatement puni, comme on le disait tantôt. Le score chute à chaque infraction, induisant pour l'individu en faute des punitions pouvant aller des pénalités financières à des restrictions de voyage.
est extrêmement inquiétant. Hein? Puis comme tu disais tantôt, moi, c'est un peu ça que je voulais soulever ce soir en parlant du crédit social. C'est sûr qu'on va en reparler, c'est sûr. Puis tu le conjugues aussi, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais là, la Chine a lancé comme une espèce de méga projet, c'est des grands travaux. En fait, c'est quelque chose comme 500 milliards qu'ils veulent investir afin de construire ce qui s'appelle la nouvelle route de la soie. Oui. Donc, toute l'Asie centrale, ils veulent construire des réseaux routiers, là, des autoroutes à 16 voies à travers l'Afghanistan, puis donc ce qui était autrefois la route de la soie, mais il y a une route maritime aussi jusqu'en Afrique. Et là, ils font le tour des pays. En Italie, là, ils l'ont fait la semaine passée. Et ils disent, on va vous construire un port, on va vous construire un méga aéroport, tout aux frais de la Chine. Oui. Et là, si on fait du commerce avec eux, là, est-ce qu'il pourrait nous arriver avec à un moment donné? Bien, présentement, pas encore. Ben non. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, parce que ils sont en train de se déployer comme superpuissance mondiale sous nos yeux présentement. Là, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est quelque chose, donc, qu'on pourrait envisager dans 10 ans, dans 15 ans, alors qu'ils seront dans une position beaucoup plus ferme? Oui. Et quand on sait que Justin Trudeau a déjà fait l'éloge de la Chine comme système économique... Non, mais je veux dire, c'est... Puis il n'y a pas juste Justin Trudeau, hein. Tu sais, je veux dire... Écoutez, c'est à réfléchir. J'invite les gens à réfléchir à ça parce que là, on a cette industrie la siliconienne hein, qui nous impose les technologies numériques. Puis justement, dernièrement, je parlais avec ma conjointe qui est enseignante. Et c'est déjà commencé dans nos écoles. Hein, on a imposé des systèmes Wi-Fi, hein, au-delà des c'est même pas les directions qui ont demandé ça. Ouais. Et puis là, on est rendu avec des... Moi, je parle éventuellement, c'est ça qui me fait peur dans un système comme ça, c'est qu'on nous arrive avec un contenu qui est déjà formaté et que les professeurs, éventuellement, dans des systèmes comme ça, éventuellement, on n'aurait plus besoin de professeurs, ça va être une intelligence artificielle qui va... Mais pas tout de suite, c'est sûr. Là. Moi, je vais dire... Mais je veux juste terminer sur le fait que l'industrie est dans nos écoles tranquillement. C'est un gros lobby qui met de la pression sur l'État. On a des examens de fin d'année au primaire où on parle d'intelligence artificielle. Oui, c'est normal. Oui, mais c'est dans un... Tu sais, c'est pas dans un but réflexif. C'est qu'on apprend ça. Et les jeunes ne sont pas soumis à faire une réflexion. C'est qu'on apprend le texte, puis il faut qu'on explique ce qu'on a compris du texte. Il n'y a pas de retour avec les jeunes pour dire, écoutez, là, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas ça, c'est un examen du ministère. Puis après ça, de toute façon, avec toutes les tâches que les enseignants ont à faire, ils n'ont pas le temps de reprendre ça avec les élèves. Ouais. Et puis, ça fait quelques années qu'il y a des examens comme ça sur les robots qui sont... On appelle ça la cobotique, hein, la collaboration avec les robots et les humains, parce que là, pour nous imposer l'intelligence artificielle, ce qu'on nous dit, c'est que l'intelligence artificielle ne prendra jamais la place des humains. Moi, ce que je dis, c'est que, puis tranquillement, là, ce qu'ils disent, leur argument, c'est de dire, non, ça va être de la cobotique, ça va être de la collaboration avec les humains, avec les robots, les humains et les robots. Mais tout ça, c'est une novlangue pour nous amener tranquillement... on peut parler de travail aussi parce que l'intelligence artificielle, ça peut enlever beaucoup de travail. Ouais. Et quand on parle de main-d'œuvre, quand on parle de ressources manuelles versus ce que ça prend comme... La réalité, c'est que d'ici 10 ans, il va y avoir plusieurs millions d'emplois qui vont disparaître du marché du travail à cause de, la robotisation et deuxièmement, l'intégration graduelle des intelligences artificielles. Oui. On parle, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, là, 2035-2040. Ah, puis oui, c'est ça, c'est... Écoute, fait que moi, je comprends jusqu'à un certain point qu'on intègre ça chez nos enfants puisque pour eux, ça va être une réalité de leur marché du travail puis de leur vie au quotidien.
Pour moi, c'est inévitable. Il va falloir qu'on négocie, qu'on vive avec cette réalité-là, même si ça peut être peu ragoûtant et même inquiétant. Moi, je pense que c'est quand même inquiétant parce qu'on est sans filet. Oui, c'est ça. Mais si c'est fait, moi, je suis d'accord qu'on en discute, mais si c'est fait en suscitant une réflexion, on dit, bon, écoutez, là, il y a comme l'humain et le robot, parce que là, ce qu'on parle là, prochainement, c'est des interfaces cerveau avec robots. Tu sais, ça, c'est déjà commencé. Facebook travaille là-dessus. Google travaille... Se faire hacker le coco, là. Oui, c'est ça. Tu sais, puis éventuellement, on parle de peut-être une puce. Hein. J'ai parlé de cette puce l'année passée dans une compagnie au Wisconsin. Tu sais, ça, c'est tous des projets. On peut dire que c'est des projets pilotes, c'est des compagnies privées, mais quand même, tranquillement, pas vite. En Suède, il y en a aussi. Aux États-Unis, il y en a aussi. On parle de médicaments connectés. C'est capoté, je veux dire. J'ai vu un reportage là, dernièrement, les médicaments connectés, c'est que... Puis on nous passe toujours ça sur... Ah, ben là, c'est parce que les gens oublient de prendre leurs médicaments. Fait que c'est une façon de régenter encore plus. Mais c'est exactement ça. C'est une pilule qui libère une dose graduelle? C'est une pilule qui a une nanotechnologie qui est dedans. Puis il y a comme un système qui est une patch là, qui est collée sur le... Et puis quand la personne prend son médicament, ben, il s'envoie un signal directement au bureau du médecin. Au bureau du médecin, tu sais, la toune des 3 accords, là. Mais tu sais, on est là, mesdames et messieurs. Moi, je vous dis, moi, je suis un peu... je me dis, je suis comme si j'étais un personnage de film qui n'est pas dans le film, là, tu sais. C'est comme si j'écoutais un film, mais je suis un acteur, mais je veux pas jouer dedans, mais je me dis, OK, ben là, c'est quoi que je fais? Est-ce que je joue à ça ou je critique, puis je me dis, OK, je vais quand même collaborer avec les gens qui me côtoient. Puis... Mais je suis en constante critique puis réflexion par rapport à ce qu'on nous impose constamment. Puis c'est toujours une question de marché. Hein. Quand on parle de technologie numérique, là, est-ce qu'on est obligé d'aller aussi rapidement dans nos écoles avec ces technologies-là? Est-ce que ça va? Puis moi, je le vois avec mes jeunes qui ont des... À l'inverse, si ça, c'est pas fait, tu vas avoir une critique de dire, écoutez, vous ne préparez pas adéquatement nos enfants à la réalité sociale à laquelle ils vont être confrontés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsqu'ils vont intégrer le marché du travail. Puis dire, oui, on ne veut pas uniquement nécessairement former des travailleurs, mais il faut quand même être conscient que si on ne fait pas ça, on va les handicaper. On va les handicaper dans cette réalité-là par rapport à d'autres sociétés. Oui, mais tu sais, en même temps, Christian, tu sais, je veux dire... Moi, je te dis pas que je suis d'accord avec ça, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, les cellulaires, je veux dire, ils n'ont toutes, là, tu sais, je veux dire, ben, la plupart, je dis pas qu'ils n'ont toutes, mais, tu sais, je veux dire, à l'école, on peut-tu, que ça soit interdit ou que ça soit réglementé vraiment, parce qu'on parle, là, dernièrement, il y a 60 médecins qui sont sortis. On parlait de troubles de l'attention. Un des gros facteurs, c'est les écrans, c'est les réseaux sociaux, les cellulaires, les jeux vidéo. Et là, c'est entré dans nos écoles. Puis là, on parle de dépendance. Tu sais, c'est comme si, moi, je fais le lien ou je fais la comparaison. C'est comme si on disait dans nos écoles, on va accepter qu'ils fument du pot. Vous autres, c'est autorisé dans votre école? Oui, c'est autorisé, mais ça fait 2 ans. Puis là, les professeurs commencent à trouver ça lourd, là. Puis c'est moi, comme intervenant, je trouve ça lourd. Je passe mon temps à intervenir sur des gestions de conflits sur Internet, pornographie juvénile. Tu sais, ça va là, tu sais. Moi, il y a une chose qui me frappe. Sur l'heure du midi, je vais me chercher, je descends à la cafétéria. Vous savez, moi, je suis au 3e étage. Fait que là, je descends tranquillement, papa. C'est à l'étage des sages. Monsieur Derry. Oui, je suis avec les vieux. Moi, je suis avec les vieux, les secondaires 4 et 5 qui sont dans mon... Puis moi, je suis complètement au bout de l'école, je suis dans le fond. Fait que là, je descends, puis là, je repente le couloir. Puis là, je croise au sous-sol, en fait, ce qui est le rez-de-chaussée, finalement, là, des élèves de première secondaire. Puis là, ils sont à côté, en 2 cases, au sous-bord d'une porte d'un coin, là, la tablette ou le téléphone d'un main. Ou des fois, tu vas voir un petit gars comme ça
qui a sa tablette ou son téléphone. Puis là, il est entouré de 3-4 autres petits gars. Puis là, ils sont là, puis ils le regardent jouer. Ouais. Il n'y a personne qui se parle, il n'y a rien qui se dit. Ça pitonne. Mm. Je disais, wow. Puis non seulement ça, c'est quand ils jouent à ça, ils passent du temps là-dessus. Puis quand ils ont une interrelation entre eux autres, ils parlent de ces jeux-là. Fait qu'il n'y a pas, tu sais... Mais qu'ils le fassent de temps à autre, c'est correct. Oui, mais moi, c'est comme tout l'aspect de socialisation. Qui est évacué. Puis là, tu t'en parles à ces jeunes-là, puis ils vont dire, oui, mais nous, on communique en nous servant de ces appareils-là. Ouais. Je veux dire, oui, je veux bien croire qu'il y a une forme de communication, effectivement, mais c'est pas, je te regarde droit dans les yeux. Fait que ces jeunes-là se ramassent à l'âge adulte, vont se ramasser à l'âge adulte, avec des difficultés à décoder le non-verbal. Effectivement, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a déjà parlé de ça avec une jeune fille. C'est mon collègue qui l'a amené pendant une intervention concernant ça parce qu'il est arrivé une situation, il y a eu des mots qui se sont dit c'est fou, là. En texto. On parle à peu près la transmission de la communication sur c'est 7%. 7% de captation de communication globale. Là. Ben oui. Et le non-verbal, là, je pense que c'est 50-60%. Puis là tu as tout le reste quand tu es en face-à-face. Là. Mais écoutez, là, je veux dire, il y a quand même un problème d'isolement. Il y a des gens qui sont déjà isolés. Avec ces technologies-là, ils deviennent de plus en plus isolés. Moi, ça me pose un problème. Tu sais, j'ai une petite anecdote comme ça. Moi, j'ai deux belles jumelles, 2 belles grandes. Oui. Ils sont rendues en secondaire 2. Et puis, il y a 2 ans, l'année passée, ils ont invité des amis à leur fête. Puis là, c'était une fête avec c'était la soirée. Ils faisaient de la popote entre filles, je crois. Ils faisaient des petits muffins gâteaux. Puis après ça, c'était une soirée... Sans gluten, sans sucre? Non. Après ça, je pense qu'il y en avait une qui était allergique aux noix, fait qu'il fallait faire attention. Semblait aussi. C'est ça. Je t'agace. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, c'était une soirée vidéo. Ouais. Une soirée film, une soirée cinéma. Fait que là, les filles, ils choisissent un film, là, tu sais, toute la gang ensemble. Ah, moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai vu, mais c'est pas grave, je l'aime. Les filles, ils s'installent, mais il y en a 2 sur les 5 filles qui étaient là, qui avaient leur cellulaire. Puis là, ils pitonnaient pendant qu'ils écoutaient le film. Puis là, mes filles, qui étaient vraiment déçues le lendemain, puis qui m'ont dit... Ouais, on comprend, papa et maman, pourquoi tu nous as pas acheté de cellulaire. Pourquoi tu l'interdis, ouais, hein? c'est ça, pourquoi tu nous as pas acheté de cellulaire. Mais c'est ça. C'est un peu normal dans le contexte, mais moi, je trouve ça... ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Puis moi, c'est sûr que moi, regarde, j'essaye... mon fils, des fois, il veut jouer un petit peu sur une tablette. On essaye de contrôler pour que ça soit très, très limité, toujours sous surveillance. Puis quand je dis limité, là, c'est 20 minutes, puis 20 minutes, une demi-heure, puis on l'enlève. Ouais, ça suffit parce que, écoute, je veux qu'il développe son imaginaire. Effectivement. Qu'il le fasse en jouant concrètement avec des jouets. On y a acheté des figurines Playmobil. Il y en a. Écoute, je pense qu'il doit être rendu pas loin de 200 bonhommes. Mais qui se crée des scénarios, qui fasse aller son imagination. Je suis tellement content que tu parles de ça. Développe sa motricité. Oui. Écoute, je suis tellement content que tu parles de ça parce que c'est un des aspects qui est cité, qui est nommé dans le livre d'Éric Sardin que j'invite les gens à aller lire. C'est que cette industrie-là du numérique, l'intelligence artificielle, le monde virtuel, hein, c'est ça, c'est que ils vont approprier le réel. Donc, l'imaginaire, il n'y est plus. Ce que tu vois, c'est toi, là. Tu sais, ce que tu vois comme si tu es toujours là-dedans. Puis moi, je parle avec des jeunes. Moi, là, j'ai joué à des jeux vidéo, tu sais, tout ça, on s'en a parlé l'autre jour. Mais tu sais, les jeunes qui sont là-dedans, ils me le disent, il y a juste ça. Il y a juste ça qui compte pour eux autres. Puis à un moment donné, ils se coupent du monde. Tu sais, ils sont rendus dépendants, là. Fait qu'au niveau social, au niveau affectif, au niveau... écoute, il y a vraiment un renfermement là,
qui se produit quand ils sont toujours sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Hein? Moi, je parle d'écran. Hein? On coupe les écrans. Parce que des fois, les parents ils disent « Oh, ben là, j'ai coupé le cellulaire, mais le jeune a comme accès à l'ordinateur, il a accès à la tablette, fait que faut couper les écrans. » Fait que c'est un petit peu ça. Écoute, Christian, moi, j'irais peut-être avec mon dernier volet. Je sais pas comment il me restait de temps. Il te reste à peu près, je te dirais, 8 minutes. 8 minutes? Bon, ben, je pense qu'on pourrait y aller avec... je pourrais faire une petite intro. Écoutez, dernièrement, j'ai vu, pour alléger le tout, hein, parce que là, avec le crédit social en Chine, là, je sais pas si vous avez trouvé... C'est comment vous avez trouvé ça, mais en tout cas, j'invite les gens quand même à réfléchir à ce système-là qui va être imposé partout en Chine. Dernièrement, j'ai vu dans le journal Le Peuple, hein, c'est le journal web, j'invite tous les gens à les lire, il y a des bons articles. Il y a Pascal Bergeron qui faisait remarquer que le gouvernement fédéral, dernièrement, a annoncé en grande pompe le lancement d'une application interactive qui démystifie, et là, écoutez bien, mesdames et messieurs, qui démystifie le clitoris. Écoutez. Moi, le gouvernement Trudeau, là, hein, c'est la postmoderniste, là, hein, l'ouverture à tous, le cours d'éducation à la sexualité. Ah, écoute, c'est n'importe quoi. Ben, je veux juste vous faire voir la petite vidéo. Ça, c'est une vidéo officielle du gouvernement du Canada. Oui, ça, c'est payé par vos taxes, mesdames et messieurs. C'est pas des farces, là. Là, je sais pas si on va pouvoir la voir. Écoute, j'essaye de ben, c'est vraiment drôle. Moi, je l'ai vu deux, trois fois, là, pour... Et voilà, c'est parti. C'est parti. Oups. Voilà. Voyons. Office national du film et... Mais regardez ce qu'ils disent à la fin. Là, on dessine un vagin, là, ce qui représente un vagin. Jean-Marc, coupe-moi ça. Ah. Ah, merci beaucoup. On va y couper. On va y couper le sifflet. Oui, c'est ça. Mais écoutez, c'est du gros n'importe quoi. Là, Oh, Jean-Marc, coupe-moi ça. Coupez! Comment? On donne pas de code de Viagra. Jean-Marc, coupe-moi ça. Tu peux pas l'arrêter. C'est lui qui est là. Ouais. Merci Jean-Marc de stopper ce supplice. Ben, c'est drôle parce que parce qu'on voit il y a la publicité, hein, on voit des pénis partout. C'est une vidéo qui fait la promotion du clitoris. Oui, c'est ça, mais juste pour dire, dans le fond, cette vidéo-là, ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a le pénis partout, hein, c'est l'homme, hein, c'est l'homme qui est omniprésent, et là, le plaisir de l'homme, le plaisir de l'homme, ça c'est omniprésent, mais le plaisir de la femme, il n'est pas présent. T'sais. Là, je pourrais lire un petit peu, parce que là, dans le fond, dans l'article de Pascal Bergeron, ce qu'on dit, c'est le 27 février dernier, le gouvernement fédéral a annoncé le lancement de Clit-moi. Écoutez, Clit-moi. C'est-tu débile comme titre? Une application interactive développée par l'Office national du film du Canada. Ça, c'est payé par vos taxes. Et l'Université du Québec à Montréal, ça c'est
comment on dit ça, donc, le chaudron de la gauche Est-ce que c'est... postmoderniste, là? Cette création originale a un objectif bien particulier de démystifier le plaisir sexuel de la femme à l'aide d'un avatar clitoris. Écoutez, mesdames et messieurs, un avatar clitoris. Là, vous avez vu le dessin à la fin, je sais pas si vous l'avez vu, là, c'est comme on dirait une serpillière, là, une mop, là, Ouais, mais c'est comme un vagin. Une pleure de banane. Ouais, mais non, mais c'était la symbolique, le dessin représentant le clitoris. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose par rapport aux représentations phalliques. Employons le terme un peu plus élaboré, si vous me le permettez, mesdames et messieurs. Sophistiqué. Vous savez que ce dessin-là a été dans presque toutes les cultures représenté abondamment. Et en particulier chez les Romains. Les Romains étaient vraiment des obsédés en la matière. Mais il y a quelque chose derrière ça. Derrière, il y a une symbolique qui représente le pénétrant, donc qui représente aussi la puissance, le pouvoir. Et c'est surtout ce que représentent les symboles phalliques qui ont été dessinés à travers les âges. Donc, cette représentation de pouvoir, de puissance. Et donc, quelque chose qui n'est pas associé à la féminité. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qu'on veut faire ressortir dans la publicité. Mais écoutez, moi, c'est juste... en tout cas, c'est un peu comique, là. Je lirai pas tout l'article, mais là, on parle... on compare là, en termes de moyenne, alors que 62% des femmes hétérosexuelles parviendraient à ressentir un orgasme au cours d'une première relation sexuelle avec leur partenaire, tandis que les lesbiennes, eux, c'est à titre de 75% qui y parviennent. C'est n'importe quoi. Et les hommes, quant aux hommes, eux autres, c'est 85%. Fait que là, les femmes, faut qu'ils atteignent la même... c'est l'égalité partout. Hein? Fait que, faut... Bah oui. Mais c'est débile. C'est n'importe quoi. Mais Hey, on a-tu ça comme premier ministre, là? Je veux dire, c'est ce gouvernement-là qu'on a, là, qui promouvoit des choses comme ça. C'est ça. C'est le postmodernisme, comme tu disais tantôt. C'est cette vision-là qui... faut faire la promotion de pensées qui sont ultra marginalisées. On tente de prendre ces pensées-là puis de les rendre... on discrimine positivement à outrance. Là, tu discrimines, point. Ça n'existe pas de la discrimination positive. La discrimination positive, c'est de la discrimination. Hein? Effectivement. C'est comme j'entends du monde, des fois, par exemple, dans les médias, nous dire « Ah, c'est du racisme anti-blanc. » Non, c'est du racisme, point. Pourquoi il faut mettre une couleur? On dit-tu du racisme anti-noir, du racisme anti-jaune, du racisme anti-basané? Non, on dit du racisme tout court. Bon, ben c'est exactement le même phénomène qui s'applique ici. Là. OK? Même principe. Et des fois, il n'est pas possible d'avoir l'égalité. Ou même de le prêcher. Prêcher l'égalité est une mauvaise idée parfois. Mais par contre, ce qu'on peut prêcher, c'est l'équité. Avoir une société qui tend à être équitable. Oui, c'est ça. Je sais pas, moi je te dis ça, mais... Ouais, mais tu sais, je veux dire, être équitable dans nos orgasmes, quand on fait une première relation, tu sais, c'est n'importe... On peut tous entendre là, que si le gouvernement, il y a d'autres choses à faire que de financer des conneries de même. Hey, et dire qu'il fut un temps, jadis naguère, où il y avait un premier ministre du Canada qui nous disait « L'État n'a pas d'affaires dans les chambres à coucher ». Est-ce que vous savez de qui il s'agissait, mesdames et messieurs? Et il s'agissait non pas de Justin, mais de Pierre Elliott Trudeau, le père de l'autre. Oui, c'est ça. Hein? Alors, et ça, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Ça, c'était correct, il y avait un respect. Mais là, on est rendu que on veut rentrer dans vos salles de bain, dans vos chambres à coucher. Ouais, c'est ça. Et on veut savoir si vous aimez ça par en avant, par en arrière, sur le côté. On légalise la sodomie en bas de 18 ans. C'est une priorité du gouvernement. Moi qui pensais que c'était 3 notes de piano, ça. Ouais, sodomie. Hey, merci. Ouais, ça fait plaisir. J'espère que les gens ont apprécié et vont partir avec une réflexion et des questionnements. Oui. Clit.com. Clit-moi. Clit me. Clit pas trop fort, ça sourit. Clit me now. Alors, mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient dans 2 minutes et demie avec la suite de l'émission.
petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h, joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le journal du soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour ce deuxième segment de l'émission. Éric n'est toujours pas revenu de sa pause pipi. Alors, j'y vais donc de ce pas en vous jasant un petit peu pour vous parler. Je sais pas, écoute, Éric nous parlait tout à l'heure de la Chine. Je ne sais pas si vous avez vu passer donc cette nouvelle, la Chine donc qui va prêter main forte à la Russie. Vous savez, dans le cadre de toute la crise qui se déroule présentement avec le gouvernement de Maduro, au Venezuela. Donc, il y a une crise présentement qui traverse le pays. Donc, il y avait Juan Guaido, qui est comme l'homme de paille, ou du moins l'homme des Américains, et du Canada, soit dit en passant. Oui. Et Maduro, lui, a réussi à s'attirer les faveurs, donc, d'un pourcentage, d'un large pourcentage de la population. Et là, il y a comme une lutte à l'interne, à l'intérieur du pays, donc, entre ces deux factions-là. Les Américains parlaient de faire une intervention possiblement armée dans le pays. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes sont débarqués. Oui. Il y a plus de 100 conseillers militaires qui sont intervenus pour aider Maduro. Et là, les Chinois ont levé la main, se sont manifestés. Et là, on commençait à envoyer du matériel. Et on parle de mobiliser et d'envoyer à proximité leurs porte-avions. Alors, parce que vous savez, les Chinois maintenant sont équipés dans leur marine d'un porte-avions. Alors, ils voudraient apporter leur aide et naturellement étendre leur pouvoir en Amérique du Sud, ce qui est le terrain de jeu des Américains. Oui, c'est ça. Vous pouvez imaginer à quel point c'est un affront au niveau stratégique pour les Américains. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, là, mais donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on suive de près.
Toujours en politique internationale, mesdames, messieurs, je veux vous parler aussi de ce qui se passe présentement en Syrie, en Irak et au Levant. Alors qu'on apprenait, pas plus tard que la semaine passée, la fin officiellement de l'État islamique. Donc, l'État islamique qui a succombé. On nous dit a succombé donc en Irak et en Syrie, mais qu'elle commencerait déjà à réapparaître. Oh. Mais elle réapparaît à un endroit complètement différent. Alors ici, on parle de la Libye et de l'Algérie. OK. Et si ça se concrétise, ils sont aux portes de l'Europe. Ouais. Et l'Algérie, qui avait des positions plus laïques avec la Tunisie depuis plusieurs décennies, et là, il y a une recrudescence En Algérie, importante. est-ce que c'est là que le président il a été destitué? Là, il y a dernièrement? Bouteflika. C'est ça, là, Oui, il y a dernièrement. absolument. C'est là, En fait, le Bouteflika a annoncé aujourd'hui, oui, c'est ça. en fait, qu'il démissionnait de toutes ses fonctions. Il est rendu, je crois, à 86 ans. Oui, c'est ça. Là, il a des graves problèmes de santé. Parce qu'il avait annoncé en grande pompe, il y a quelques semaines, son intention de se représenter aux élections. La population n'en voulait plus. Les gens voulaient se débarrasser de lui. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des mouvances à l'interne qui sont très, très favorables aux islamistes. Ouais. Et donc, qui rêvent d'établir un califat 2.0 en Algérie et en Libye. La Libye qui est aussi divisée dans des conflits tribaux depuis que Kadhafi n'est plus là. Courtoisie d'Hillary Rodham Clinton, Ouais, c'est ça. qui très fièrement s'est dépêché de dire On l'a eu. ouais, puis on l'a tué. Ouais, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Elle s'est vantée de ça à la télé tout ça nationale. en riant, hein. Oui. Écoute, elle riait aux éclats, puis elle se frappait dans les mains en parlant de ça, en parlant de l'assassinat donc de ce chef d'État. C'est surréaliste. Oui. Mais donc, tout ça pour revenir donc à la Syrie. Oui. La Syrie, présentement, il y aurait un nouvel État islamique en formation et il s'agit d'une branche d'Al-Qaïda qui a été supportée par l'armée américaine ainsi que par les Britanniques. Cette branche-là s'appelle le Front Al-Nosra. Alors, le Front Al-Nosra, on nous les présentait, je vous dirais, dès le départ de la guerre en Syrie, comme des rebelles, et on nous en parlait comme des gentils rebelles. C'est comme ça qu'on nous les vendait au téléjournal à tous les soirs et dans les différents médiums. Il y a des gens, dont Claude Veilleux, qui nous disait, écoutez, là, non, ces gars-là sont dangereux, ces gens-là, c'est des terroristes, puis il faut s'en méfier, puis Bachar al-Assad est légitime dans son combat de ces forces-là, et nous, on continue à nous dire, non, c'est pas vrai, ces gens-là, c'est du bon monde. La France appuyait ça. La France appuyait ça, en fait, pas mal l'OTAN, là. Ouais, c'est ça. Et les Américains les ont équipés en armes. Donc, on leur a montré comment utiliser des armes de pointe américaines. Et sur le terrain, ils étaient même aidés, semble-t-il, par des forces spéciales américaines et britanniques qui les aidaient sur le champ de bataille. C'est surréaliste, mesdames et messieurs. Front Al-Nosra, une branche d'Al-Qaïda, ceux-là même qui ont perpétré le 11 septembre, les 3 attaques. Ouais. Ben Laden et les Américains les supportent, mesdames et messieurs. Es-tu un complotiste, toi, là? Non! Il n'y a pas de complot, là! Non, c'est vrai. C'est avéré! Oui, c'est vrai. Ils l'ont reconnu! Ils l'ont carrément c'est reconnu. C'est pas de la spéculation, Non, c'est non, c'est eux-mêmes qui l'ont reconnu. On nage dans le délire. Oui. On nage vraiment dans le délire. Je trouve ça surréaliste. Bref, ce groupuscule-là, présentement, est en train de s'installer solidement, est en train d'étendre son pouvoir afin de former une république islamique dans une Syrie qui serait morcelée, tout en grugeant comme le nord-ouest de l'Irak. Est-ce que ça va se concrétiser? Je ne sais pas. À qui profite le conflit? Ça profite invariablement aux Américains et aux Saoudiens.
Parce que vous savez, l'enjeu principal de ce territoire-là, la Syrie est un allié objectif des Russes, qui est un ennemi économique et stratégique dans la région des Américains et de l'OTAN. Et il y a toute la question d'un pipeline, d'un oléoduc. Alors, l'Iran a offert à Bachar al-Assad de passer un oléoduc qui traverserait l'Iran, irait par un accord, passerait comme complètement au nord de l'Irak et viendrait traverser la Syrie, où il pourrait d'abord déboucher complètement dans le nord de la Syrie et d'autre part remonter vers la Turquie. OK. Et il pourrait à ce moment-là acheminer tout le pétrole iranien de cette manière-là. Les Américains, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eux, ont une autre idée. Eux autres aussi, ils veulent en passer un oléoduc. Mais ils veulent le passer au travers de la Syrie. Mais pour ça, ça leur prend un gouvernement qui est ami. De leur bord. Ben oui. Bachar al-Assad, il n'est pas du bon bord. C'est ça. Alors, il faut débarquer Bachar al-Assad. Il n'est pas dans l'axe du mal, lui? Ben oui. Ben oui. Alors que, comme le point que je cherchais tout à l'heure, c'est le port de Tartouse, qui est aussi un point stratégique, donc utilisé par la flotte russe, le port de Tartouse, en Méditerranée. C'est assez extraordinaire comme... Et non pas le port de Tartouse. J'aime ça. Tu dépeins sur moi. Oui, écoute, puis j'aime ça. J'aime ça, te voir faire de l'esprit de la sorte. Donc, passer cet oléoduc-là au travers de la Syrie, de la Jordanie, de la Syrie, et le faire traverser en Turquie, faire raffiner le pétrole en Turquie et aussi le gaz, et acheminer ça ensuite à travers le détroit du Bosphore, Istanbul, et ensuite, pouf, on le distribue partout en Europe. Donc, les navires américains ne seraient plus obligés de faire le tour et d'aller dans le détroit d'Ormuz, où ils peuvent potentiellement être la cible très, très facile des missiles de l'Iran et des petites patrouilles. Parce que là, présentement, la flotte américaine, si elle veut tenter de braver dans le détroit d'Ormuz pour rentrer, pour aller chercher le pétrole d'Arabie Saoudite, parce qu'il y aurait des tensions politiques avec l'Iran, peut carrément se faire couler sa flotte au complet en moins de 5 minutes. Et là, ils pourraient simplement prendre leurs tankers puis les amener carrément en Méditerranée, les faire remplir en Turquie, puis après ça repartir. Donc, il n'y aurait plus besoin de passer... Il y a de la géopolitique, là. Écoute, carrément. Parce qu'il faut qu'il passe par Suez, il faut qu'il traverse le canal de Suez, traverse la mer Rouge. Ensuite de ça, ils sortent dans la Corne de l'Afrique, ils remontent, ils contournent l'Arabie Saoudite, puis en fait la péninsule arabique, et là, rentrent dans le golfe Persique via le détroit d'Ormuz. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Tous les navires doivent faire ça pour pouvoir aller s'approvisionner en pétrole. Donc, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent. Et l'autre chose, c'est au niveau stratégique. C'est très, très embêtant pour les Américains. Alors, c'est ça le vrai enjeu. C'est pas une question de démocratie. C'est pas une question de débarquer Bachar al-Assad parce que c'est un monstre ou c'est un ci ou c'est un ça. C'est un objectif purement géostratégique et économique. Où ce qu'il y a littéralement des centaines de milliards de dollars en jeu. Oui. Comme en Irak, exactement, même principe. Même principe, tout à fait, tu as tout à fait raison. On va faire tomber le régime pour s'approprier. Mais checkez bien ça, allez, mesdames et messieurs, parce que là, je vous le dis, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la Syrie et de l'Irak, donc avec ce groupe qui vient se substituer à l'État islamique. Intéressant, ça va être... Alors voilà pour le volet politique international. On reste dans le pétrole. On apprenait ce matin que le gouvernement fédéral a décidé d'octroyer à partir du fonds vert la somme de 50 millions, que dis-je, je m'allais dire milliards, 50 millions qui ont été distribués donc aux pétrolières, petit cadeau comme ça pour les aider à faire de la recherche pour avoir comme
un pétrole plus propre et d'avoir des moyens de production moins polluantes. Je trouve ça surréaliste. Le fond vert, c'est une grosse arnaque, cette affaire-là. Écoute, Éric, je trouve ça, mesdames, messieurs, je trouve ça surréaliste. Ces compagnies-là... Ça, c'est comme Clip-moi, hein, c'est surréaliste. Mais on vit dans ce monde-là. C'est débile. Si vous m'aviez dit ça, mesdames et messieurs, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'on se ramasserait en 2019 dans un monde, dans cet univers dystopique qu'est le nôtre... Ouais. Je t'aurais dit, ben oui, non, t'es malade, toi. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Et pourtant, on est en plein dedans, on nage dedans. C'est incroyable. Oh, c'est vraiment incroyable. Donc, ils ont donné 50 millions de dollars du fonds vert à des pétrolières. Des compagnies qui n'en ont pas de besoin. Hein. On s'entend que c'est des compagnies qui nagent dans les surplus, mais écoutez, des sommes monstrueuses d'argent qui ont en surplus. Et le gouvernement du Canada... Tiens, Esso, tiens, Shell, tiens, British Petroleum, voilà un petit 50 millions pour t'aider à finir ta semaine, mon grasse. Tu penses ça à moi aux prochaines élections? Oui. C'est clair. Souvenez-vous, la caisse électorale au mois d'octobre, Parti libéral du Canada, merci, Justin, tcha-ching. Et souvenez-vous, qui Justin Trudeau a mis dehors un de ses conseillers 3 semaines avant les élections? Dan Gagné, qui travaillait pour TransCanada. Oui. En 2015, 3 semaines avant les élections, Dan Gagné, qui était un lobbyiste pour TransCanada, et c'était un des principaux conseillers à Justin Trudeau. Il l'a mis dehors, mais ça s'est su. Là, les médias ont sorti ça. Fait que là, pouf, mais Justin s'est fait élire quand même. Mais soyons conscients, Éric, que ces entreprises-là ont des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au produit intérieur brut de la plupart des pays du monde. Ouais. Une de ces compagnies-là, pas combinée. C'est ça, là, c'est ça. Pas combinée. Et on donne des le fonds vert en plus. Oui. Ça, c'est le fonds qui est supposé d'être protéger l'environnement. On donne ça à une compagnie pétrolière. En plus, le gouvernement qui s'est fait élire en étant supposément vert, il a acheté un pipeline à 4,5 millions. C'est un objectif noble, Éric. Voyons donc. C'est pour les aider à avoir des pratiques environnementales qui sont plus vertes. Ouais. C'est fou. Et moi, je pense que c'est pour un retour d'ascenseur. Moi, je pense que tu as tout à fait raison. Ouais, mais c'est ça. Faut être conscient de la bêtise. Et ça se joue au quotidien. Ça se joue au quotidien. Je rêve, mesdames et messieurs, d'une société dans laquelle nous allons avoir davantage d'imputabilité. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Je vais en faire ma marotte. Nos hauts fonctionnaires, nos ministres, les gens qui travaillent pour l'État doivent être responsables des gestes qu'ils posent et des gestes qui sont posés par leurs subalternes. OK? Tu commets un acte frauduleux, tu commets un acte criminel, tu fais de la collusion, tu acceptes de te corrompre, ben c'est en prison que tu vas aller, mon crotté. On ne doit plus tolérer ce genre de choses-là. Ce sont des pratiques. Et cette histoire-là, cette histoire-là du 50 millions, là, c'est une honte. C'est vraiment une honte. On ne doit plus permettre ce genre de choses-là. Cet argent-là doit vraiment être utilisé pour restaurer, par exemple, des endroits qui ont mangé à claque, par exemple, parce qu'il y a eu des minières qui ont scrappé l'environnement, puis qui, en sauvage, ont foutu le camp. Et Dieu sait qu'il y en a un petit peu partout à travers le Canada, et en particulier au Québec aussi, dans le nord du Québec, on en a de ça. Là. Et ça pourrait être aussi pour poursuivre ce genre de compagnie-là, pour qu'ils dédommagent financièrement aussi. Tu sais, cet argent-là, ça pourrait être servi pour ça aussi. Tout à fait, Eric. Tout à fait raison de le soulever. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes les bienvenus si vous voulez commenter directement sur la barre de clavardage sur le côté. Ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à le faire. On est très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Donc, on a ce changement de médium. On est passé de YouTube pour tomber ici sur Facebook Live. Et donc, vous avez toujours d'ailleurs le loisir d'aller sur YouTube si vous voulez visionner certaines de nos anciennes émissions. Et bon, voilà. Alors,
On passe à la nouvelle suivante, Éric. Et là, c'est la nouvelle qui défraie la manchette quotidiennement. Costaud, là. Oui. Alors, le projet de loi sur la laïcité qui a été déposé la semaine dernière. Ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est 78% des Québécois qui appuient ce projet de loi. C'est drôle parce que on écoute la radio, on écoute la télé, on lit les journaux et on a l'impression qu'il y a à peu près 15% des gens qui l'appuient, le projet de loi, puis qu'il y a 85% qui sont contre. Ils disent que la majorité, là, mais au final, ils parlent juste de ceux qui chialent. Puis C'est capoté. Ah ouais, c'est ça. C'est complètement absurde. Je me dis, comment est-ce que ça se peut que comment se peut-il que nos médias soient à ce point déconnectés de la population? Tu sais, on disait, nos élites sont déconnectées de la population, mais là, c'est pas juste les élites. Les gens qui sont censés nous informer et qui font aussi de l'opinion sont complètement disconnectés de la population québécoise. Et quand je dis la population québécoise, c'est au sens large. Parce que, vous savez, on nous dit souvent, et ça c'est le discours qui est tenu notamment par ceux qui s'opposent au port, au fait qu'on interdise les symboles religieux. Ces gens-là vont vous dire, oui, mais les Québécois de souche, dans le fond, il y a un fond, ça montre le fond raciste, puis xénophobe, replié sur lui-même. Écoutez, mesdames et messieurs, la majorité des néo-québécois, donc des immigrants de première, deuxième, troisième et plus génération, pensent de la même façon que la majorité des Québécois. C'est-tu clair? Que vous soyez haïtien, donc provenant d'un pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, la majorité des gens sont d'accord avec le fait d'interdire les symboles pour les personnes en poste d'autorité. Ouais. C'est clair, ça? Vous êtes-vous en train de me dire que tout ce monde-là, c'est des racistes, c'est des xénophobes? Ben oui, probablement, là. Mais t'y penses-tu, toi, Éric? Ça n'a pas de sens. Ouais, écoute, moi, je pense que, tu sais, on le sait, hein, les médias nous mentent et ils nous désinforment constamment. Il faut vraiment être critique, puis, tu sais, voir, puis parler avec les gens de ce genre de sujet-là, parce qu'hier, je salue la gang, c'était mon dernier match de hockey de la saison hier soir, et puis on a eu cette discussion-là, je pense que c'est pas hier, mais c'était à l'autre match d'avant, concernant, bon, c'est ça, les signes religieux, et je peux-tu vous dire que dans la chambre de hockey, là, tous les gars, ils étaient pour ça, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est pas... On n'a pas du monde raciste là-dedans, là. C'est des gens qui travaillent dans plusieurs domaines. Beaucoup dans le domaine entrepreneurial. Mais, je veux dire, c'est... Écoutez, là, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là, de dire que c'est tout le monde qui sont en défaveur avec ça. C'est toujours... Les médias se font le porte-voix constamment d'une minorité, et puis la minorité qui crie à la victime... Moi j'appelle ça ceux qui souffrent de la victimite aiguë, là. C'est la victimite aiguë. C'est comme c'est une maladie, là. C'est la victimite, là. Puis les autres, ils souffrent de façon aiguë. Fait que les autres, c'est des victimes constamment dans la vie. Puis moi, ce que j'enseigne à mes élèves à l'école, c'est que t'es pas une victime. Ben, tout à fait. Tu t'affirmes dans la vie, puis ben oui, puis tu mets ton pied à terre, puis tu te respectes, tu te fais respecter. Ça fait des citoyens qui se tiennent debout, puis qui ont... C'est parce que si tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Exactement. Tu vas demander à l'État de te supporter, de te soutenir, puis de t'épauler. À un moment donné, il faut, tiens-toi debout. Un peu de colonne. Mais, écoutez, là, tu sais, je parlais des immigrants, là, ouais. Des néo-québécois, là. Il y en a littéralement des dizaines de milliers qui viennent de pays arabes, qui viennent de l'Afrique du Nord. Donc, tantôt, on parlait de la Libye, on parlait de l'Algérie, on parlait de la Tunisie, le Maroc, puis même chose, par exemple, avec le Liban. On en a des milliers au Québec. Et ces gens-là, l'immense majorité, sont d'accord pour que les symboles religieux soient interdits. Pourquoi? Il y en a
il y en a un pactole de ces gens-là qui ont quitté leur pays d'origine pour s'en venir ici justement parce qu'ils voulaient vivre dans une société laïque, dans une société neutre, et ils ne voulaient pas être confrontés, par exemple, à cette police du voile et à cette pression populaire qui existe dans leur pays pour se conformer aux dictats des religieux, des barbus. Et les femmes veulent vivre libres. Elles ont le goût de se promener en mini-jupe. Elles ont le goût de se promener sans avoir de voile. OK? Et là, ces gens-là, on est en train de leur dire, non, regarde. Tu comprends pas, là? Là, c'est un droit fondamental. Mm-hmm. C'est un droit fondamental que d'avoir le droit de porter un voile. Là, les gens disent, non, regarde, c'est parce que il faut que tu comprennes que ce symbole-là, dans le cas du voile islamique notamment, c'est la porte d'entrée de l'intégrisme religieux. Oui, c'est clair. C'est le porte-étendard en Occident de l'intégrisme religieux. Et si tu as un choix à faire, est-ce que tu aimes mieux ta job ou tu aimes mieux vivre ton intégrisme dans ton coin? OK? Si une personne qui est moindrement modérée, regarde, moi je suis dans la pratique modérée, là. Moi, mettons, là, ma croix dans le cou, là, quand j'étais à job, là, je la range. Je la mets pas, je l'exhibe pas. Mm-hmm. OK? La kippa, t'es pas obligé de la porter, c'est pas une obligation religieuse. C'est ça. Le voile n'est pas une obligation religieuse non plus. OK? Ça n'est pas imposé par la religion musulmane. Ce que la religion musulmane dit, par contre, c'est qu'une femme doit faire preuve de piété, oui, mais d'humilité. Elle doit être humble, puis elle doit pas se farder, puis etc., puis faire étalage de ses attributs pour rester modeste, humble devant Allah. Et c'est correct. C'est correct. Il y a des millions de femmes qui sont musulmanes et qui pratiquent cette façon-là et qui portent pas de voile. C'est ça. Si vous allez présentement en Algérie et en Tunisie, les femmes qui sont policières ou qui sont des préposés de l'État ne portent pas de symboles religieux. Mm-hmm. OK? Il y a d'autres pays où oui, par exemple, c'est le cas, par exemple, au Maroc, les femmes au Maroc portent le voile, même dans la police. Mais en Tunisie, en Algérie, qui sont des pays voisins, c'est interdit. Puis moi, ce qui me dérange, Christian, là-dedans, c'est que là, on a vu la gauche postmoderniste qui s'est rencontrée en fin de semaine là, sous la bannière de Québec solidaire. Eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour des... c'est comme si on portait atteinte à leur culture. Excuse-moi, je vais juste accrocher le mauvais piton 2 secondes. C'est comme si on portait atteinte à leur culture. Alors que c'est un débat sur les signes religieux. Ça n'a pas rapport avec la culture de la personne. Et, oui. Qui est, mais oui, tu as raison. On dit, ben là, ça, c'est mon droit. C'est un manque de respect envers ma culture. Non, c'est en lien avec les signes religieux. Ça n'a pas rapport avec la culture. Mais comprenez que c'est quelque chose qui date d'avant le phénomène d'immigration. Ce qui est en train de se passer présentement, là, puis qu'on nous dit c'est contre une communauté, c'est contre, plus que ça, c'est contre les femmes musulmanes, c'est pas fait contre personne d'autre. Écoutez, c'est un processus qui a été amorcé au début des années 1960, ce qui se passe au Québec. Puis non, c'est pas fait contre une communauté. Cette communauté-là était même pas au Québec encore à l'époque. Oui. OK? Dans les années 60, on a dit toutes nos institutions doivent devenir laïques. Laïque, exempte du religieux. OK? Et on a, à ce moment-là, dit aux frères, aux sœurs qui offraient les services autant en matière de scolarité ou en matière d'éducation qu'en matière de santé, vous allez devoir retirer vos symboles religieux, c'est terminé, ou carrément devenir laïque. Et là, à ce moment-là, il y en a un paquet qui ont défroqué à l'époque. Et il n'y a pas eu de levée de bouclier, il n'y a pas eu de monde qui ont déchiré leur chemise sur la place publique, et ça s'est bien fait, il n'y a pas eu de problème.
Après ça, il y a eu la déconfessionnalisation. Oui, Ouais, tu l'as eu. oui. Articulation. Plutôt difficile à dire. Et ils ont retiré la confessionnalité des commissions scolaires, faisant en sorte que ça devenait plus purement linguistique au Québec. Hein? Et d'ailleurs, tu sais qu'on est la seule province canadienne où c'est comme ça. Dans le reste du Canada, ce ne sont pas des commissions scolaires linguistiques, mais ce sont encore des commissions scolaires religieuses, catholiques ou protestantes. Et là, finalement, la dernière pierre à l'édifice, c'est la loi sur la laïcité. C'est-à-dire, dorénavant, les représentants, les préposés de l'État qui sont en poste de pouvoir. Fait que moi j'aurais été plus loin que ça. Moi, j'aurais dit les préposés de l'État, point. Oui, point. Pour le gouvernement, oui, c'est ça. point. Ben, je m'en allais justement te relancer là-dessus. Là. Moi, je trouve que ça va pas assez loin. C'est Ça. Oui, puis t'as raison. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il faut partir en quelque part. Ouais. Puis il y a eu énormément de dommages parce que quand il y a eu l'élection de 2013, c'était 2013 ou 2014? Il y avait Pauline Marois qui Avec était... le Parti québécois. Ouais, c'était en 2013, je pense. Écoutez, à ce moment... Ouais, 2012 jusqu'en 2013. C'est ça, ils ont été là 18 mois. C'est ça. Et l'élection était censée porter sur la charte. Hein? C'était comme une espèce de référendum, d'élection référendaire sur le sujet. Mais ils se sont fait hold-upper, puis ils ont arrêté d'en parler. C'est ça. Ils ont laissé l'agenda aux libéraux, qui se sont arrogés, puis se sont fait réélire au la main. Et et le PQ et Pauline Marois s'est fait peinturer dans le coin avec cette affaire-là. Et là, depuis ce temps-là, on a démonisé la charte, que là, c'était un instrument raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez, alors que c'était moins. C'était moins, il en demandait moins dans la charte des valeurs, il y en avait moins qu'il y en a aujourd'hui dans la loi sur la laïcité. C'est pas ce que les médias disent. Hein? Ben, Les médias disent que la charte allait plus loin que... C'est faux. C'est faux. Ça allait moins loin. C'était moins que Bouchard-Taylor, ça. Écoute, Bouchard-Taylor, c'est les personnes en poste d'autorité, point. Puis, écoute, on aurait dû... Moi, je pense qu'on aurait dû sérieusement impliquer là-dedans le phénomène des CPE, des garderies. Ben oui, c'est sûr, c'est pour clair. l'interdire. On ne le fait pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais en même temps, comme je te dis, Au moins, il se passe quelque chose. C'est un compromis. C'est un compromis. Puis là, le crucifix, tu sais, je veux dire, en quelque part. On va enlever le crucifix, mais il y a l'héraldique anglican qui est en haut avec tous les signes qui sont en lien avec... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est deux poids, deux mesures. On retire le fameux crucifix de Maurice Duplessis, mais comme tu dis, il y a 5 autres symboles religieux là, à la même place. On fait quoi avec ça? Hein? Il y a la couronne. Dieu est mon droit. Dieu est mon droit, qui est l'espèce de comment dirais-je? C'est un héraldique, après. Ouais, ben c'est un... avec le cheval puis le lion. J'ai comme un blanc de mémoire, mais il y a un nom particulier pour ça. Là. C'est une devise, voilà. Oui. C'est la devise des rois et des reines d'Angleterre, Dieu est mon droit. Parce que ils disent qu'ils sont de droit divin, c'est Dieu qui les a choisis pour régner. Puis, je veux dire, c'est quand même la reine d'Angleterre, c'est pas la reine de l'Église protestante, c'est pas ça. Puis c'est carrément la papesse. C'est ça. C'est carrément une papesse. C'est à cause d'Henri VIII. Henri VIII a été excommunié par le pape à Rome. Et il a dit, et là, à ce moment-là, Henri a dit, parce que lui, il voulait changer de femme, il voulait constamment changer de femme, il voulait avoir une femme qui donnerait des héritiers mâles. Il n'était pas capable d'avoir d'héritiers mâles. Fait que, puis il voulait divorcer. Le divorce lui était refusé. Alors, il s'est mis à faire décapiter ses femmes. Il leur faisait des procès, il les faisait tuer. OK. Et au bout de la 3e qu'il faisait tuer, le pape l'a excommunié. Fait que lui, il a dit, pas de problème. Il a parti sa propre religion. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait saisir tous les biens de l'Église catholique en Angleterre. Et il se les a appropriés. Et ça a donné une richesse exceptionnelle au roi d'Angleterre, un vrai pouvoir pour s'asseoir sur le trône britannique, puis en même temps contrôler la grande noblesse autour de cette fortune-là. Et c'est à partir de ce moment-là que les Anglais sont devenus des chrétiens anglicans. Et ça se perpétue aujourd'hui. Et les symboles royaux britanniques qui ornent l'Assemblée nationale de Québec
sont donc les symboles de la papauté anglicane, mesdames et messieurs. Et c'est la raison pour laquelle Maurice Duplessis, à l'époque, avait mis ce crucifix-là Exactement. au-dessus des symboles britanniques afin de dire c'est la suprématie du catholicisme impliquant des francophones à l'Assemblée nationale. C'est ça l'objectif très, très politique de ce crucifix. Maintenant, on le retire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire exactement la même chose avec les symboles monarchiques et de la papauté britannique? Donc, retirer cette fameuse couronne sur laquelle gît une croix, soit dit en passant, le fameux Dieu est mon droit, qu'on enlève ça, qu'on inscrive un « je me souviens » dans une plaque à la place de Dieu est mon droit. Et donc, toutes ces représentations de la papauté anglicane, on les retire, on les substitue par quelque chose de neutre, de laïque, et qui représente le peuple québécois dans son ensemble. Et non pas un symbole du Canadien de Montréal, s'il vous plaît. Réflexion. Je vous dis ça de même. Alors voilà pour ça. Là, Geneviève Guilbeault, aujourd'hui, fait une sortie. Ouais. Écoutez, je pense qu'il était dans un scrum, dans une mêlée de presse. Et là, il y a un journaliste qui dit « Ouais, mais là... ce qui se passe, là, s'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, et parce que vous savez qu'il y a la commission scolaire English Montreal qui a fait une sortie pour dire de façon quasi unanime « Nous allons désobéir à la loi, nous ne nous conformerons pas. » Il y a Julius Gray aussi. Il y a Julius Gray qui a dit oui. oui. Puis là, il essayait de justifier à la radio ce matin, je l'ai entendu, Julius Gray, qui disait que la désobéissance civile pouvait être acceptable. Et là, il donnait des exemples. C'était surréaliste. Ouais, c'était n'importe quoi. Hein? Parce que là, il comparait la loi sur la laïcité à la ségrégation, à l'apartheid, à la guerre du Vietnam. Ouais. Puis que là, les gens avaient le droit de faire rupture et de ne pas suivre. C'est capoté. C'est quelque chose. Compares, C'est quelque chose. Il n'y a pas de déni de droit pour personne ici. Là. On dit juste, si tu es un employé de l'État, tu ne pourras pas porter de symbole religieux. Mais si tu es déjà à l'emploi de l'État, tu vas pouvoir les garder. Chanceux, ça va juste viser... Il y a une clause grand-père. Ça va juste viser les nouveaux... Puis là, ça crie au meurtre. Ce qui peut être problématique, en plus, là, il y a la clause grand-père. Parce que là, si ceux qui peuvent encore le porter, ceux qui arrivent à l'emploi, qui voient, mettons, la même allégeance religieuse, qui voient, mettons, un collègue, lui, un an avant... je sais pas, il peut le porter, puis l'autre, il peut pas le porter, ça peut créer des problèmes, là, tu sais, je veux dire, c'est, ben là, on respecte pas, c'est pas l'égalité, puis c'est n'importe quoi. N'importe quoi, tu dis, écoute, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors là, Geneviève Guilbeault, probablement un petit peu impatiente. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est vraiment le bon mot. C'est une réaction un tant soit peu intempestive. Hein? Oh, ça paraît bien dans une conversation. Elle est arrivée puis elle a dit, écoutez, là, les gens, là, s'il y en a qui se conforment pas, puis que vous êtes témoin de ça, ben les gens pourront appeler la police, puis la police viendra. Écoutez, c'est une infraction, puis ils pourront réagir. Elle a dit ça à chaud. Écoute, là, ils se sont emparés de ça, de la nouvelle. Nonos. La vice-première ministre vient de dire que c'était pour être instrumentalisé par la police. Et là, écoute, tu peux être sûr que dans le Canada anglais, dans The Gazette demain matin, ils vont en faire leur chou gras, les amis. Vous allez voir une caricature avec Geneviève Guilbeault avec une casquette nazie, l'espèce de brassard, puis des agents de la police qui arrivent puis qui interceptent une voilée ou un sikh avec le turban. C'est surréaliste. On va démoniser le Québec. C'est surréaliste. Oui. Ah, écoute, tout ce qu'ils peuvent faire pour s'attaquer à notre peuple, puis au fait que nous, on s'est dit, dans l'espace public, pour garantir la liberté religieuse de tous, si tu es à l'emploi du gouvernement dans un poste de décision, tu n'as pas le droit de porter de symbole religieux parce que l'État est neutre.
et que tu es un préposé de l'État, tu es un représentant de l'État, et le peuple québécois, la collectivité dans son ensemble, a le droit d'avoir des services neutres. Puis, tu sais, à quelque part, là, tout ça, là, Ouais. moi, là, même malgré que, tu sais, nous autres, on dit ici, là, que moi, je trouve personnellement, puis toi aussi, Christian, je pense aussi, on va pas assez loin. Non, on Dans va cette pas assez loi-là, loin. ben, mais non. malgré ça, je vous le dis, là, ils vont se faire ramasser. Ils vont se faire ramasser par le Écoute- Canada anglais, par les minorités ici, par les médias ici. Ça a déjà commencé. Et là, tu me parles de ça. Et là, je saisis la balle au bon, Éric. Et pourquoi je saisis la balle au bon, mesdames et messieurs? Parce que je suis tombé sur un article. Vous connaissez donc l'avocat, voyons, maudit, je vais le dire, Maître Bertrand. Hein? Oui. Donc, j'ai oublié son prénom. Voyons. Ouais. Moi aussi. Guy Bertrand. Guy Bertrand, Oui, c'est ça. oui. Moi, je me rappelle tout le temps de... C'est comme un verre capot. Hein. Lui, Ouais. il est souverainiste. À un moment donné, il l'est plus. Puis là, Ben, il revient souverainiste. En fait, lui, il dit, moi, j'ai toujours été un caribou. OK. Hein? Et là, à un moment donné, je me suis ramassé que j'ai eu l'opportunité d'infiltrer les forces fédéralistes pour pouvoir être une espèce de porte-étendard pour eux, pour pouvoir, à ce moment-là, essayer de créer la zizanie. Moi, je trouve pas que ça a marché fort son affaire. Et finalement, éventuellement, il a fait son espèce de sortie du garde-robe où il a réaffirmé, il a refait sa profession de foi souverainiste. Et là, il a fondé une espèce de mouvement sur Facebook, sur Internet, et Québec Nation, État Nation, quelque chose du genre. Là. Ça se peut. Et là, il arrivait avec quelque chose d'intéressant. Il arrivait avec... est-ce que Justin Trudeau ou le premier ministre du Canada, quel qu'il soit, ça pourrait être Andrew Scheer, je vois difficilement comment Jack Meeting pourrait accéder au pouvoir là, en octobre prochain, mais ça va être un des deux, donc. Est-ce qu'il pourrait annuler la loi sur la laïcité du gouvernement Legault s'il est réélu en octobre prochain ou si Scheer rentre? Et la réponse, c'est oui. Il pourrait. OK? Alors, en vertu de son pouvoir de désaveu, prévu aux articles 55 et 90 de la Constitution de 1867, le gouvernement fédéral a le pouvoir d'annuler une loi adoptée par le Québec dans l'année qui suit sa sanction par le lieutenant-gouverneur. Donc, si ça se fait en dedans d'une année, suivant l'adoption de la loi, ils peuvent recourir donc à ce pouvoir de désaveu. Et même si le Québec a utilisé la clause dérogatoire ou la clause d'un obstant, si vous préférez, ils peuvent tout de même l'annuler. OK? Donc, ce pouvoir de désaveu des lois provinciales a été utilisé à 112 reprises depuis 1867 par le gouvernement fédéral. Le dernier désaveu remonte quand même à 1943. Ça avait été fait à l'époque contre une loi albertaine. Est-ce que le gouvernement du Québec pourrait légalement riposter au fédéral? Oui. En vertu du droit universel à l'autodétermination des peuples, l'Assemblée nationale serait autorisée à faire une déclaration unilatérale d'indépendance puisque la décision du gouvernement canadien serait considérée comme un coup de force constitutionnel contre l'autorité souveraine du Parlement québécois dans ses champs de compétences. Ah, ben, coudonc, c'est peut-être une bonne stratégie de Legault, ça. Hey, moi, j'aimerais ça. Sérieux, je pense que je descends à Québec puis je fais comme la sœur à François Legault. Si je le ferais, je dirais là. Écoute, ça serait exceptionnel. Ce que tu ferais pas pour ton pays. Oui, je me dévoue pour la cause, entièrement. Puis je pense pas que ma blonde m'en voudrait. Ouais, Parce qu'elle connaît mes orientations. Dans politique, qu'est-ce que je fais dans ma chambre à coucher? Mais écoutez, là, c'est fou de penser que, écoutez, dans le contexte, dans le giron du Canada, hein, on est des chambreurs. On est ceux qui avons bâti la maison. On loue une chambre. On respecte les règles de la maison. On n'a pas notre mot à dire. On se fait imposer de gauche à droite. Et là, à l'intérieur de notre chambre, on veut faire des règles pour ceux qui viennent à l'intérieur de notre chambre.
puis on nous dit « T'as pas le droit de faire ces règles-là. » Ouais, c'est ça. T'as pas le droit de faire ces règles-là parce que t'es dans ma maison. Puis moi, je considère que c'est un affront direct à notre vision, à nous autres, des règles de notre maison, de notre philosophie. Mais on l'a pas signé à la Constitution. Comprenez-vous? Jamais. On n'est pas obligé de jouer par ces règles-là. On joue par ces règles-là parce qu'on décide de jouer par ces règles-là. Parce qu'il n'y a rien qui nous oblige à nous conformer à ces règles-là. Ben, c'est un peu ce que Guy a dit la semaine passée. Hein? Faut, souveraineté individuelle versus souveraineté collective. On a choisi ça. Ben moi, je trouve. C'est parce qu'elle l'a amené d'un angle complètement Oui, différent c'est de ça. comment moi je Oui. le perçois. Parce Oui. que moi, je perçois vraiment les droits de l'individu, hein, ce qui est avancé, ce qui est promu par la Charte canadienne, qui en fait l'apologie, versus les droits d'une collectivité, d'une minorité. Parce que dans le contexte, n'oubliez pas quelque chose, mesdames et messieurs. On est majoritaire au Québec, mais on est une minorité au Canada, puis on est une minorité en Amérique du Nord. On est 7,5 millions de francophones sur une population de 8,5 millions au Québec. Et on est 7,5 millions sur une population de 350 millions de personnes en Amérique du Nord. Si ça, c'est pas une minorité, on est quoi? Puis là, on passe notre temps à entendre, on entend ça au fédéral, là, puis on entend ça un petit peu partout, là. C'est important de protéger les minorités, puis de respecter les minorités. Ah ben oui! Ah ben gadon! Ben ça tombe bien! On est une minorité! Hein? Ben regarde, nous autres, là, on menace pas les anglophones! Ils sont 350 millions! Ils sont pas en danger! J'ai eu une discussion avec un ami hier, un ami anglophone, qui parle français, que ce soit mis en français, là, mais on jase souvent. Puis il me dit « Ouais, mais là... » Genre, ça en anglais, en français? Lui, il m'écrit souvent en anglais. Moi, j'y réponds en français. Fait qu'on, c'est comme une espèce de petite entente tacite qu'on a. Moi, je suis bilingue, mais je réponds toujours en français. OK. Fait que, puis là, il me dit, le Québec, là, il dit, ça devrait être bilingue. Je dis, non, pas du tout. Il dit, ben oui. Il dit, écoute, ça devrait être bilingue. C'est important, le bilinguisme. C'est un atout. Je dis, oui. Je dis, oui, je veux bien croire que c'est un atout, mais non. L'État québécois doit demeurer unilingue francophone. Je dis, bilinguisme, là, regarde. Il dit, oui, mais il dit, regarde le Nouveau-Brunswick. Je dis, ça tombe bien que tu me parles de ça, le Nouveau-Brunswick. Justement, c'est de ça que je voulais te parler, le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province au Canada qui est bilingue. Il vient d'avoir des élections au Nouveau-Brunswick. Même pas capable d'avoir un débat en français. Même pas capable, parce qu'il n'y a pas de représentants qui sont capables, de chaque parti, qui sont capables de parler en français. T'es même plus capable d'avoir des services en français au Nouveau-Brunswick. C'est ça que ça donne, le bilinguisme. Fait que tu peux pas ériger une culture puis une langue qui est dans un état précaire et fragile, qui est ultra minorisé à l'intérieur du contexte nord-américain, puis l'ériger au même statut qu'une langue qui est beaucoup plus puissante, qui est un rouleau compresseur. Il faut que tu la protèges. Il faut que tu donnes des avantages. Puis ça, c'est perçu par les anglophones comme quelque chose d'épouvantable. Parce que les autres, ils le voient comme une violation, comme une discrimination, comme « vous avez des privilèges ». Ah ouais? Mais les autres, ils n'ont pas. Là, c'est comme si... Quel privilège, bâtard! Quel privilège qu'on a de pouvoir parler notre langue! Ils peuvent même pas dans le reste du Canada. La seule place qu'ils peuvent le faire, c'est à l'intérieur de leur chaumière. Des écoles primaires francophones, quelques écoles secondaires, pas de cégep ou pas d'équivalent de collège, pas d'université. Il n'y en a pas. Vous dites, oui, mais monsieur, il y a Moncton. Il y a Moncton, monsieur Derry. Non, Moncton, c'est bilingue. Ah, il y a Ottawa. C'est bilingue. Francophone. N'a pas. Ah, mais ouais, mais il y a des hôpitaux. Non, pas des. Il y a un hôpital. C'est Montfort, en Ontario. Ils ont failli fermer en 2003-2004. Oui, c'est David Levine qui était là. David Levine. Puis. Qui a été député du Parti québécois. Mais tu sais ce qui est arrivé avec ça? Après.
Le gouvernement ontarien, là, ils ont dit, OK, you want to remain open? We'll allow you to remain open, but you'll have to become bilingual. You can no longer be unilingual. You cannot only offer services in French. It has to be in both languages. Donc, c'était fini le statut bilingue pour Montfort. Dorénavant, il fallait absolument que les services soient offerts de manière bilingue. Et ça a été terminé. Il n'y a plus d'hôpitaux francophones dans le reste du Canada, à part ceux qui se trouvent au Québec, mesdames et messieurs. On a vu ce que ça donne, revendiquer pour avoir une université francophone en Ontario. Ils se sont fait battre. Ils se sont fait écraser. Ils se sont fait dire « Ferme ta gueule, on veut pas ». Puis là, tu as eu Amanda Simard, cette franco-ontarienne qui a fait des sorties. Puis écoutez, moi, je lève mon chapeau à cette femme-là qui est très brave. Qui est sortie du Parti conservateur. Absolument, qui a claqué la porte. Puis elle avait raison de le faire. Je trouve ça dommage parce que ultimement, politiquement et personnellement, elle va l'en payer le prix. Parce que sa carrière politique, elle est virtuellement terminée. Là. Parce que où tu veux qu'elle se replace? Ben, dans l'échiquier politique en Ontario, je connais pas, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand place si c'est une conservatrice vraiment dans l'âme. Ben, c'est ça. Il n'y a plus de place pour elle. C'est ça. Elle va se partir d'un parti francophone conservateur. Là, un genre de CAQ. Ben, écoute, puis en quelque part, ils sont les Franco-ontariens sont 600 000? Ouais, je sais pas. Je pense que oui. Ils sont 5 ou 600 000. Ils sont à peu près l'équivalent des anglophones au Québec. Sauf qu'ici, ils ont 15 hôpitaux. C'est ça. Ils ont 3 universités. Ils ont quasiment 8 ou 10 cégeps. Ils ont des services gouvernementaux mur à mur en anglais unilingue. Tu peux naître, vivre et mourir au Québec sans parler un traître mot de français. Et ça, c'est sans problème. Moi, je parlais... Et c'est ça que la discussion que j'ai eue avec lui. Je parlais avec des profs d'histoire, justement. Ils disaient, ouais, mais toi aussi, tu as accès à ces hôpitaux-là. Ben, je dis, c'est pas ça la question. Ils n'ont pas compris. Non. Ouais, mais tu peux y aller à ces hôpitaux-là. Ben, je dis oui, mais quand même, je dis, c'est pas... Tu sais, tu t'en vas en Ontario, comme tu disais, c'est pas le cas, là, je veux dire. C'est un peu débile comme argument, mais bref. Mais c'est parce que pourquoi tu pourrais pas aller dans un hôpital francophone pour te faire soigner, point, même si c'est un anglophone? Je veux dire, tu comprends? Parce que c'est ça leur façon de penser, là, mais à l'envers. Ouais. C'est ça leur façon de penser à l'envers. C'est ça que tu viens de me nommer, tu sais. Dire, mais tu peux aller dans un hôpital anglophone. Ouais. Toi, tu peux aller dans un hôpital francophone au Québec? Pourquoi que le Jewish, puis le Children's, puis le Lakeshore, pourquoi absolument le Royal Victoria, le CUSM, pourquoi que ça prend des hôpitaux unilingues anglophones? Je pose la question. Je sais pas, là, je pose la question. Mais sont-tu unilingues anglophones? Tu peux pas te faire servir en français là-bas? Ben écoute, tu peux, mais ça vient... Ce que j'ai entendu, c'est que tu pouvais te faire servir en français. Oui, mais ils vont aller te chercher un préposé, parce que bien souvent, il y a bien du monde là-dedans que dans la vie de tous les jours, ça passe juste en anglais. Là. Je garde... Ben, de toute façon, tu sais, que ce soit bilingue ou pas, je veux dire, que ça soit associé à anglophone, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire, tu sais, je veux dire... Ben, écoute, c'est ça, la question se pose. Ben là, naturellement, comme je te dis, mon ami Facebook, James, pour ne pas le nommer, je le salue si jamais il vient qu'à écouter l'émission, lui, c'est sûr que lui, il s'oppose carrément à ça, parce que lui, il dit, ben, premièrement, c'est un vrai anglophone, dans le sens il défend le fédéralisme canadien, il va défendre aussi les positions sur le multiculturalisme, de façon moins extrême que des Trudeau de ce monde, là, mais quand même. Moi, j'essaie d'expliquer, mais on a des belles discussions, je trouve ça intéressant parce que ça m'ouvre une fenêtre sur une philosophie qui est complètement différente de la mienne, puis ça me permet de mieux comprendre l'autre côté, finalement. Oui, c'est ça. Okay. Et là, je voulais... Ça montre ta belle ouverture aussi.
De quoi? De vouloir changer? Non, moi, non, mais tu sais, c'est parce que des fois, Ouais. on peut être taxé. Tu sais, souvent, on va critiquer le gouvernement, on va critiquer le fédéralisme. Et là, toi, quand tu échanges comme ça avec des gens qui sont fédéralistes, ça montre que tu es capable de discuter. Parce que, tu sais, des fois, on a des opinions tranchées, là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parlable. Là. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est dans ce sens-là. Oui, ben oui. Hey, la dernière chose que je voulais te parler, j'ai vu quelque chose passer, puis j'ai trouvé l'idée intéressante. Puis je voulais vous faire part de ça, mesdames et messieurs, puis vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez. L'idée en question, c'est de dire, ben écoutez, il y a, je pense qu'il y a 8 ou 10 nations amérindiennes en sol québécois. Quelque chose comme une dizaine. J'avais le chiffre exact là-dessus, mais je l'ai oublié, puis je ne l'ai pas pris en note. Là. Eux relèvent du gouvernement fédéral puis du ministère des Indiens. Là. Si on veut accéder un jour à notre indépendance, puis c'est ça notre ambition, là, d'avoir un gouvernement national, ces gens-là, il faut les inclure. Oui. Puis moi, je me dis, pourquoi ne pas les inclure plus tôt que plus tard? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas 8 ou 10 sièges à l'Assemblée nationale pour que chacun de ces peuples-là soit représenté à l'Assemblée nationale, qu'ils aient une voix, qu'ils puissent venir, tu sais, prendre part aux décisions, sentir qu'ils font partie de la gang. Parce que même le gouvernement du Canada ne fait pas ça, là. Mais tu sais, en même temps, ceux qui sont, mettons, comme dans Angava, tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs communautés. Ouais. Je veux dire, ces gens-là, ils peuvent se présenter dans certains partis politiques. Je dis ça de même. Pourquoi on ne consacrerait pas, comme on le fait, par exemple, je sais pas, on regarde à la Cour suprême du Canada, il y a une alternance, juge francophone, juge anglophone. Pourquoi qu'on ne créerait pas un statut, qu'on reconnaît les Autochtones, on reconnaît les Amérindiens, puis on leur dit, ben écoutez, vous allez, il y a 10 sièges qui vont vous être réservés. Il y en a un par peuple. OK. Un par peuple. T'en as un pour les Montagnais, t'en as un pour les Micmacs, t'en as un pour les Algonquins, t'en as un pour les Inuits, t'en as un pour moi. Pourquoi qu'on ferait pas ça? Toi, tu trouves... Ben là, l'idée, là... Je réfléchis, là. Est-ce qu'on rentre dans la discrimination encore? Il n'y a pas de discrimination là-dedans. Parce que là, les Anglais pourraient revendiquer la même chose, dans le fond? Je sais pas, là. Non, on leur donne ils ont un statut particulier. Les anglophones, c'est pas une minorité. Les anglophones, c'est la majorité de la population d'Amérique du Nord, pas une minorité. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que moi, si je revendique ça, je vais te raider d'en face, là. Je veux dire, non, regarde, si t'es un anglophone, présente-toi à Westmount, tu vas te faire élire, puis tu vas représenter les anglophones. Ou présente-toi à Outremont. Non, mais les autres, leur argument, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils sont minoritaires au Québec. T'sais, comme les autres minorités qui viennent d'ici. C'est pas du tout une minorité. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Point de vue. Je comprends ce que tu veux dire. Mais de donner un statut particulier à ces peuples-là, puis de dire, ben, écoutez, le Québec du 21e siècle, puis des siècles à venir, là, il va se bâtir avec vous autres, puis vous allez avoir une voix au Parlement parce que vous vivez en sol québécois, puis vous faites partie de la gang. Donc, on va vous inclure. Parce que si on veut accéder à notre indépendance, on veut avoir ces gens-là avec nous autres. Tu comprends-tu? C'est sûr. Mais là, à un moment donné, si tu veux les avoir avec nous autres, il faut qu'on leur fasse de la place. Et quelle meilleure façon que de leur faire de la place que d'offrir... On ajoute 10 sièges. Join the club. Ça pourrait être une façon. Ben, écoute, moi, j'ai vu cette idée-là passer. Ça vient pas de moi. J'ai vu l'idée passer via les réseaux sociaux et j'ai fait « Oh, oui, j'aime l'idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? » Écoutez, je lance ça de même. Je vous en parle à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'intérieur je sais pas, du Parti québécois, de la CAQ. Vous militez. C'est une idée qui devrait être soulevée, apportée, puis pourquoi pas... une fois débattu, ben on pourrait effectivement faire de la place. C'est des milliers de personnes qui vivent en sol québécois. Puis
on va les inclure. Comme dit Jean-Pierre Potvin, c'est le rêve de Champlain. Hein? Ça serait accomplir le rêve de Champlain, puis ça serait une maudite belle reconnaissance. Faut pas oublier quelque chose. 90% des Autochtones, 90% des Amérindiens, là, c'était nos alliés. Oui. À part les 5 nations, là, la Confédération iroquoise qui était alliée des Anglais, des Hollandais puis des Anglais, tous les autres peuples presque en Amérique du Nord étaient nos alliés. Regarde, on voit comment nous, les francophones, on a été traités depuis 200 ans. On voit comment vous, les Premières Nations, avez été traités. Nous étions des peuples frères. Redevenons-le. On va vous faire de la place. Oui, puis ça pourrait venir aussi, puis peut-être même avant de faire ça, c'est de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent s'épanouir. Là, regarde, on va commencer par leur envoyer l'eau courante. Ben exactement, c'est ça. Le genre de l'eau qui est propre à boire. D'infrastructure-là. Tu sais, que les compagnies arrivent là, puis qu'ils débarquent, soit les minières ou peu importe, qui scrapent le territoire. Qu'on puisse traiter... Oui, absolument. Ces gens-là... Tu sais, déjà là, en partant, si on fait ça, c'est déjà un pas de plus, puis ça, en tout cas... Parce qu'ils vont réaliser à ce moment-là qu'on n'est pas leurs adversaires. C'est ça. On est leurs alliés, objectifs, puis on veut leur bien, puis on veut qu'ils viennent se joindre puis faire partie de notre gang. Ils peuvent continuer à vivre en communauté s'ils le désirent, c'est leur choix, mais on veut les inclure dans le Québec du 21e siècle, puis on veut bâtir avec eux. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Il est presque 21h. Ça va vite, ça va vite. On vous remercie d'avoir été avec nous, malgré les petits pépins techniques ça et là, aujourd'hui rien de majeur, mais quand même, on espère que vous avez apprécié l'émission. On vous donne rendez-vous mardi prochain, 19h, pour une autre émission des Chiens Fous. Restez avec nous, puisque dans un instant, toujours sur Radio Infocité, j'imagine que ça va se faire encore en Facebook Live et Jean-Marc se fera fort de vous transmettre une invitation, donc, pour le Journal du soir, l'émission de François Saint-Louis. Je ne sais pas si Carl Brochu est là ce soir, mais bref, on nous mijote certainement une émission fort intéressante. Et nous, on vous dit merci et on se souhaite à la semaine prochaine. Salutations, bye. Bye bye, là.